Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous raconter. Mon chien m'a sauvé la vie. J'habite un petit village en Mauricie, près d'un magnifique parc bien connu dans la région. Je ne nommerai pas l'endroit, tout d'abord parce que je ne souhaite pas y attirer les curieux qui pourraient y prendre des risques inutiles, mais aussi pour ne pas nuire à la réputation du parc qui, comme je l'ai mentionné, est un endroit splendide. Ceci étant, si vous connaissez le moindrement la région, vous saurez peut-être d'où il s'agit. Quoi qu'il en soit, j'adore m'y promener et redécouvrir ses rivières, ruisseaux et cavernes. On y propose une foule d'activités, comme le camping, le vélo de montagne et la pêche, et bien entendu la randonnée pédestre. Ce qui est bien dans ce parc, c'est que les chiens sont acceptés, sous diverses conditions, mais tout de même. Il faut notamment garder son animal en laisse en tout temps, ramasser les excréments et éviter qu'il ne jappe pour déranger les autres usagers. Ce qui me semble tout naturel quand on a un minimum de respect pour autrui, et je me conforme à ces règlements sans problème. De toute façon, mon chien, un berger allemand de 11 ans, était très sociable et n'avait pas de comportement qui pourrait contrevenir à ces règlements. Si vous voulez mon avis, la plupart du temps, ce sont les maîtres qui sont les contrevenants, bien plus que leurs animaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Un des points d'entrée du parc est situé plus au nord. C'est à une dizaine de minutes de chez moi en voiture. J'y vais toutes les semaines pour profiter de la nature et promener Jack. C'est comme ça que mon vieil ami s'appelait. De plus, l'accès est gratuit pour les résidents de plusieurs municipalités environnantes. Connaissant les sentiers par cœur, je n'avais pas de crainte de m'y rendre seul, malgré les recommandations de l'administration du parc comme quoi on ne devrait jamais s'y promener en solo, car les 10 sentiers ne sont pas surveillés. Fidèle à mon habitude, je m'y suis rendu un mercredi de juin, autour de 14 heures. J'étais retraité depuis 1 an déjà à l'époque, alors j'étais libre de m'y rendre aussi souvent que je le souhaitais. Normalement, il faut être sorti des sentiers pour 16h30, et celui que j'emprunte habituellement requiert environ 1h30 aller-retour. J'étais donc confiant d'être de retour à ma voiture pour 15h30. La journée était magnifique, le soleil brillait et je croisais à peine quelques autres randonneurs. C'était comme si on avait le parc rien que pour nous. Jack gambadait, il reniflait les troncs ça et là, il marchait au pas. Nous étions sur le chemin du retour quand dans un virage à 90 degrés près d'un petit cap rocheux, je trébuchai sur une grosse racine et tombai en contrebas. Je me rappelle avoir roulé sur les rochers. Ce faisant, ma tête a heurté quelque chose et je me suis évanoui. J'ai repris conscience, les yeux toujours fermés. Un son lointain, comme un écho. Ma tête me faisait terriblement mal. Je me demandais si j'étais mort. Immobile, des pierres inconfortables s'enfonçaient dans mes côtes et dans mon dos. Est-ce que c'était Jack que j'entendais? Le son se précisa. Mon chien aboyait comme jamais il ne l'avait fait de toute sa vie. Dans les règlements du parc, il est explicitement mentionné que les jappements sont interdits. Agacé, j'ouvris doucement les yeux, marmonnant. « Au pied !» Il aboyait toujours, redoublant d'ardeur. Je tentai de me lever, sans succès. Alors seulement je constatai qu'il faisait nuit. Depuis combien de temps étais-je étalé sur le dos au milieu des rochers? Sans doute des heures. Jack se tenait debout à côté de moi. Il grondait et jappait en direction de la forêt. Après quelques instants, je réussis enfin à m'asseoir. J'espérais surtout ne pas avoir subi de commotion cérébrale. Massant mon cou endolori d'une main, je tendis l'autre vers Jack pour tenter de l'apaiser. Il fit quelques pas en direction d'un gros buisson sur ma droite se dégageant de ma main, jappant de plus belle. « Qu'est-ce qui te prend, mon vieux ?» Un grondement très grave provint du buisson. Ce n'est qu'à cet instant que je réalisai le danger de la situation. Doucement, je posai ma main sur le sol et réussis à me mettre à 4 pattes. Une bête se trouvait là, à quelques mètres de nous, cachée dans la pénombre. Et c'était gros. Je me sentis aussitôt terriblement vulnérable. Évidemment, je n'avais pas emporté de lampe de poche. J'aurais dû être sorti du parc depuis des heures déjà. J'inspirai profondément. Ne pas paniquer, trouver ses repères, foutre le camp d'ici. Le ciel était dégagé et la faible lueur de la demi-lune m'aida à m'orienter. La pente rocheuse que j'avais déboulée me surplombait sur la gauche. À tâtons, je m'affairai à retrouver la laisse de Jack qui devait traîner derrière lui.
Après d'interminables secondes, je finis par mettre la main dessus. L'agrippant doucement, je le tirai vers moi. Il cessa brièvement d'aboyer. Je me levai, les yeux rivés sur le buisson. Je fis quelques pas vers l'arrière, me hissant d'un rocher à l'autre sur les fesses, tirant Jack vers moi pour qu'il me suive. À mi-pente, le buisson devant nous remua. Il faisait extrêmement sombre. Néanmoins, je pus voir se dresser sur deux pattes un gigantesque loup noir. Je dis un loup, mais on aurait dit un culturiste qui portait un costume de fourrure. Il n'avait pas de pattes, mais bien d'immenses bras velus qu'il écarta en n'émettant qu'un seul aboiement, très grave et sinistre. Ses yeux brillaient sous l'éclat de la lune, aussi dorés que ceux d'un lion. Son visage n'était pas tout à fait celui d'un loup, ni d'un chien. Il avait des traits humains. Cette fois, Jack émit un petit couinement et gravit deux par deux les rochers qui restaient avant d'atteindre le sommet, m'entraînant avec lui et me forçant à faire dos à la chose quelques secondes. Me retrouvant à quatre pattes dans le sentier en haut de la pente, je me retournai aussitôt pour ne pas perdre de vue le prédateur. La créature était désormais complètement sortie du buisson. Jack reprit ses aboiements hystériques. Je reculai dans le chemin, en direction du stationnement qui devait se trouver à environ un demi-kilomètre de ma position. La bête s'approchait de la pente pour la gravir quand une lumière apparut au détour du sentier. Quelqu'un venait. « Eh oh !» fit une voix de femme. Sans me faire prier, je courus vers la voix. « Qu'est-ce que vous faites là? Votre chien dérange les campeurs sur le... » Elle s'interrompit net, voyant mon air affolé et ma blessure au front couverte de sang séché. Je la rejoins haletant. Elle me posait des questions, mais j'étais incapable de répondre, la voix étranglée par la peur. Je lui fis signe de me suivre en direction du stationnement, reprenant mon souffle et jetant des regards apeurés dans la pénombre derrière nous. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui dis donc la vérité, enfin presque toute la vérité, que j'avais trébuché sur une racine, que j'étais resté inconscient tout l'après-midi et une partie de la soirée. Elle m'annonça qu'il était 22 heures. Bon sang, j'étais resté inconscient si longtemps que ça. Et mon Jack qui était resté tout près de moi, tout ce temps, me protégeant de... Je lui dis qu'il y avait eu un ours dans le buisson, que mon chien m'avait certainement sauvé la vie en le gardant à bonne distance. Inquiète, elle décrocha une radio de sa ceinture et appela un autre employé pour lui demander de visiter les sites de camping et de prévenir les campeurs d'être vigilants. Je venais de réaliser qu'il travaillait pour le parc. Nous étions de retour dans le stationnement sous la lumière rassurante des lampadaires. Ma voiture était seule dans le parking. Elle me dit qu'elle avait remarqué ma voiture garée au fond du stationnement vers 17h30, en fermant la barrière de l'entrée nord. Elle m'avait attendu de pied ferme dans le petit poste d'accueil, puis vers 19h, elle était partie seule dans le parc à ma recherche. Vers 21h30, elle avait entendu les aboiements de mon chien et m'avait retrouvé grâce à lui. D'une certaine manière, mon chien m'a doublement sauvé la vie ce soir-là. La dame avait ouvert la barrière. J'ai dû faire une pause avant de prendre la route. Je fondis en larmes, prenant mon Jack dans mes bras et lui promettant toutes les gâteries du monde. « Merci, 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 merci », bredouillai-je en plongeant mon visage dans sa fourrure. Je suis souvent retourné marcher avec lui dans ce parc, mais jamais seul, traînant de force mon épouse à chaque fois. Jack est décédé 2 ans plus tard d'une maladie incurable. Bon Dieu, j'aurais donné tout ce que j'ai pour l'avoir avec moi encore aujourd'hui. Il me manque tous les jours. Et sans lui, les promenades ne seront plus jamais les mêmes. Nez à nez avec un dogman. Je m'appelle Julie. En 1991, j'avais 15 ans. J'habitais près d'un petit village qui s'appelle la Guadeloupe. Je vous assure, outre le nom, ça n'a rien à voir avec l'île tropicale qui est à l'est de Puerto Rico. Pas de vue sur la mer, ni de cocotiers. C'est situé au sud du Québec, en Beauce, non loin de la frontière de l'État du Maine. Un de mes oncles est propriétaire d'une ferme laitière, encore à ce jour, et il possède de grandes terres aux alentours, dont plusieurs kilomètres carrés de forêt. Cet été-là, avec mon grand frère, on aidait mon père à couper du bois pour l'hiver. Une activité qu'on faisait tous les ans. C'était comme une tradition à la mi-septembre. On campait en tente sur le terrain de mon oncle et pendant 2 jours, on ramenait tout le bois qu'on pouvait. Mon père et mon frère découpaient à la scie mécanique les gros troncs qu'ils fendaient ensuite à la hache. Ma tâche principale était d'empiler et de ramener les bûches sur une petite remorque à l'arrière d'un VTT motorisé.
Quand la remorque était pleine, je conduisais le VTT jusqu'à la ferme de mon oncle, environ un demi-kilomètre en bas d'un sentier, puis je débarquais le bois près de la camionnette de mon père. Le dimanche, en fin d'après-midi, on y embarquait les bûches tous ensemble, qu'on rapportait à la maison en plusieurs voyages afin de monter des cordes de bois qui nous serviraient tout l'hiver pour chauffer le petit poêle du salon. J'ai toujours aimé la fin de l'été. Je suis photographe aujourd'hui et pour moi, cette période de l'année jusqu'à la fin octobre rime toujours avec une lumière magique qui donne des photos extérieures fantastiques. Il avait fait beau toute la journée du samedi et nous étions fiers de la quantité de bois que nous avions réussi à récolter. Vers 17h30, il n'y avait plus de place dans la petite remorque. J'enfourchai donc le VTT et entamai le trajet jusqu'à la ferme. Je croisai mon oncle aussi à VTT qui montait nous rejoindre. Il avait l'air inquiet. Il me dépassa en m'offrant un demi-sourire, lui qui est d'habitude si jovial. Je décidai de rebrousser chemin pour voir ce qu'il voulait. Un de ces veaux qui pâturaient dans le champ près de la ferme avait disparu. Ce n'était pas inhabituel. Souvent, on retrouvait le veau égaré à quelques centaines de mètres du champ dans les bois, beudelant comme un damné. Mais cette fois, lui et ma tante avaient passé 2 heures à chercher, sans succès. Ils ne pouvaient dire quand ils l'avaient vu pour la dernière fois. Il aurait aussi bien pu être disparu depuis des heures. Bref, ils avaient besoin d'aide, et mon oncle nous demanda si on pouvait l'aider à retrouver sa bête. Mon père grimpa derrière lui, et mon frère Maxime prit le volant du second VTT avec moi comme passagère. J'aime beaucoup conduire ces engins, mais être assise à l'arrière est tout aussi plaisant. On ne portait pas de casque à l'époque, ce qui est plutôt dangereux, j'en conviens. Mais cela me permettait d'avoir une vue à 360 degrés sur la forêt, de prendre le temps de sentir les odeurs, de sentir les rayons du soleil filtrer au travers des grands feuillus. Tandis que mon frère suivait mon oncle à bonne allure, je crus voir quelque chose sur la droite du sentier dans les arbres. Une forme sombre. Malgré le bruit du moteur, je réussis à crier à mon frère de s'arrêter. Mon oncle et mon père ne nous virent pas s'arrêter et poursuivirent la descente jusqu'à la ferme. Curieux, mon frère me demanda pourquoi on s'arrêtait. Sans répondre, je descendis du véhicule et revins un peu sur nos pas à pied, scrutant la forêt. J'aurais été fier d'être celle qui retrouverait le petit veau et je me dis que c'était peut-être ce que j'avais vu. Mon frère me posa à nouveau la question tandis que je m'éloignais, et je lui fis signe de se taire, posant mon doigt sur mes lèvres. Vers 18h, c'était l'heure dorée. Le soleil descendait rapidement sur l'horizon, créant des ombres de plus en plus contrastées entre les arbres. Un grand chêne rouge se dressait devant moi et un bref instant, je crus voir un animal se faufiler entre 2 troncs un peu plus loin. M'avançant un peu dans la forêt, je tendis l'oreille pour entendre si le veau beuglait. Pas un son. J'avançai encore un peu. Un autre mouvement plus loin entre les feuillus. Les veaux perdus, quand ils réalisent qu'ils le sont, restent souvent sur place. Mais ce que j'ai vu se déplaçait beaucoup plus vite. Inquiète, je revins vers mon frère. « Alors ?» demanda-t-il. « Rien. Je croyais avoir vu quelque chose, je n'ai pas réussi à bien voir. Ça se déplaçait vite. En tout cas, ce n'était pas le veau. » Sans chercher à en savoir davantage, mon frère remonta sur le VTT. Je le suivis et nous descendîmes vers la ferme. Ma tante, mon oncle, mon cousin Jimmy, moi et mon frère nous sommes donc rencontrés pour déterminer les zones de recherche de chacun. La noirceur serait là vers 19h15. Cela ne nous laissait donc environ qu'1 heure. Je partirai vers le sud. Je connais le terrain comme le fond de ma poche, chaque roche, chaque arbre, chaque ruisseau. Malgré cela, c'était environ 1 km² que je devais couvrir seul. Je pressai le pas, m'enfonçant au jogging dans un petit sentier flanqué de sapins. Jetant des regards de tous les côtés du sentier, je conservai mon allure pendant plusieurs minutes. Puis, par-dessus mes propres pas, j'entendis le son distinctif de quelqu'un d'autre qui me suivait. Je stoppai net dans le sentier. « Maxime, c'est toi ?» criai-je en me retournant. Pas un son. Les autres pas avaient cessé aussi. « Max, t'es pas drôle ?» Toujours pas de réponse. Mon frère me jouait souvent ce genre de tour. Ça me rendait folle de rage. Certaine que je le verrais arriver d'un instant à l'autre, je me cachai dans un petit buisson près du sentier. Pour une fois, ce serait moi qui le ferais sursauter. Bien fait pour lui. Mais les secondes passèrent, puis quelques minutes. Toujours rien. Me sentant ridicule, je sortis de ma cachette. Je repris le jogging. J'arrivai à un embranchement,
Le sentier faisait une boucle, donc peu importe mon choix, je reviendrai à ce point en une trentaine de minutes. M'engageant sur la gauche en maintenant la cadence, les bruits de pas reprirent. Ils semblaient aller au même rythme que moi. Encore une fois, je stoppais net. Je me demandais si ce n'était qu'un genre d'écho de mes propres pas. Du moins, ça expliquerait pourquoi les bruits cessaient systématiquement en même temps que moi. Me sentant rassuré par mon explication rationnelle, je repris ma recherche sans me soucier des bruits. Après une dizaine de minutes, j'atteins l'extrémité de la boucle du sentier, qui, dans un virage assez large, me faisait changer de direction pour revenir vers le nord d'où j'étais venu. Dans ce virage, les autres pas devinrent plus présents. Additionné à ces bruits, j'entendais désormais les buissons remuer juste en arrière de moi à côté du sentier. Quelque chose me suivait. Mon cœur battait déjà rapidement à cause du jogging, mais cette fois, c'est la peur qui le fit s'accélérer davantage. Si Max me jouait un tour, c'était réussi. Du jogging, je suis passé à la course. Tant pis pour le veau. Les pas me suivaient avec aisance dans les buissons. Je ne sais pas si vous avez déjà couru en pleine forêt au travers des arbres et des broussailles, mais si oui, vous savez qu'il est impossible de maintenir le rythme de quelqu'un qui court dans un sentier. Pourtant, à quelques mètres de moi, ceux qui me suivaient maintenaient le rythme. Je vis alors une silhouette sombre dans les buissons. Ça courait à quatre pattes. Je n'ai pu voir qu'une épaule et un bout de fourrure noire, probablement son cou. La panique s'empara de moi. Mes pieds me faisaient souffrir. Je n'étais définitivement pas chaussé pour une course en forêt. Néanmoins, à bout de souffle et terrorisé, je réussis à parcourir tout le sentier. De retour au pâturage, j'étais exténué, en sueur et visiblement troublé. Mon frère me regardait avec un sourire niais. « Bah, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme » me nargua-t-il. « Toi, espèce de... » beuglai-je, certaine qu'il était derrière tout ça. Je m'approchai de lui pour le frapper à la poitrine. Il me retint les poignets, son sourire s'était effacé. « Eh oh, qu'est-ce qui te prend? Tu m'as suivi dans le sentier pour me faire peur, avoue !» lui lançai-je, hors de moi. « Pas du tout, je cherchais par là-bas, je viens tout juste de revenir. » lâcha-t-il, pointant l'autre bout du terrain. Il semblait sincère. Consterné, je me retournai vers la forêt. « Mais... » bredouillai-je. Je lui expliquai alors ce que je venais de vivre. Il me rassura en me disant que des coyotes rôdent souvent dans les environs. C'était d'ailleurs probablement ce qui avait fait disparaître ce pauvre veau, supposa-t-il. Il me conseilla de prendre un couteau avec moi la prochaine fois. Il sortit un canif et me le tendit. Je le fourrai dans la poche de mon chandail kangourou. Un peu plus tard, chacun revint bredouille. Mon oncle était en colère. Je le comprends. Perdre une bête sur laquelle on a investi autant de temps et d'argent, ça n'a rien de comique. Il était 19h30 et la noirceur s'était installée. Mon oncle avait rentré ses vaches dans l'étable. On monta en vitesse nos tentes, 2 en tout. Une pour mon père et mon frère, une pour moi. Pas question que je dorme avec ces 2 ronfleurs. Mon oncle, ma tante et mon cousin, eux, dormiraient dans leur lit à l'intérieur de la maison. On soupa dans la salle à manger. Vers 22h, le téléphone sonna. C'était ma mère. Mon petit frère s'était cassé un bras en vélo et il devait se rendre à l'hôpital. La camionnette étant le seul véhicule que nous avions, mon père a dû quitter pour le voyager. Il ne reviendrait pas avant le lendemain matin. Vers 23h, tout le monde alla au lit et moi et mon frère nous sommes rendus dans nos tentes respectives, qui étaient toutes près l'une de l'autre, à une 50aine de mètres de la maison. J'entrais à peine dans mon sac de couchage qu'un bruit me fit sursauter à quelques pas de la porte de la tente. Je n'osais pas bouger. La toile se mit à remuer violemment, un grondement sourd, puis un éclat de rire de mon idiot de frère. Il descendit la fermeture éclair, son visage s'engouffra dans l'ouverture. « Hé, Serette, qu'est-ce que tu fous? »« Oh, Max, merde, j'ai failli pisser dans mon lit !» Il riait de bon cœur pendant que je lui assénais un coup de poing sur l'épaule. Il s'assied, me tendant un jeu de cartes. On a joué plusieurs parties de bataille à la lueur de nos lampes de poche, avant de tomber tous les deux de fatigue. Il est retourné dans sa tente. Dehors, l'air était frais et j'étais bien dans mon sac de couchage. Je me souviens m'être endormi rapidement. Vers 6h du matin, je me suis réveillé. Le soleil n'était pas encore levé, on était en pleine heure bleue. J'entendais mon frère qui ronflait comme un camion lourd dans sa tente. C'était probablement ce qui m'avait sorti du sommeil. Puis j'entendis un petit beuglement. Ce ne pouvait être autre chose que le veau perdu. Je portais des pantalons pyjama et un t-shirt. J'ai enfilé mon chandail long et glissé mes pieds nus dans mes souliers. Une fois dehors, j'entendais toujours le veau. J'étais presque arrivé à l'orée des bois quand un des beuglements m'a semblé différent,
comme empli de gargouillis. Le son était tout près. Je braquai ma lampe torche droit devant. La pauvre bête gisait au sol. Elle était ensanglantée et émettait de petits couinements. Un bruit me fit sursauter. Aussitôt, je pointai la lumière sur ma gauche. Dans un buisson, 2 yeux rouges luisaient. C'était comme quand on prend une photo d'un chien au flash et que ses cristallins reflètent une lumière verdâtre. Mais ces yeux-là projetaient du rouge. Un grondement sourd retentit. Puis un loup est sorti doucement du buisson. Quelque chose clochait. Ses pattes avant étaient beaucoup trop longues. Tout de suite, je plongeai la main dans la poche de mon chandail et y trouvai le petit couteau que mon frère m'avait prêté plus tôt. C'était l'un de ces couteaux suisses avec 1001 outils dessus. Paniqué, je cherchai la plus grosse lame. Je finis par la trouver, mais je dus baisser la lampe de poche quelques secondes pour pouvoir la déplier. Le temps que je braque à nouveau la lumière sur le loup, il se tenait devant moi, sur 2 pattes. Il me surplombait. Il faisait au moins 3 têtes de plus que moi. Et ça n'avait rien d'un loup. Enfin, si, les oreilles pointues, la gueule béante. Mais ses yeux étaient comme humains. Je brandis la minuscule lame devant moi, reculant rapidement. Au bout de ses bras, il y avait des mains griffues qu'il gardait devant son torse. Je n'oublierai jamais son visage et l'expression qu'il affichait. C'était quelque chose entre un sourire machiavélique et un chien qui montre les crocs. Je trébuchai sur une pierre et me retrouvai cul par-dessus tête. Je me relevai en grognant. La bête avait disparu. Affolé, je courus jusqu'à la tente de mon frère. À bout de souffle, je lui racontai ce que j'avais vu. Il s'habilla en vitesse et je lui montrai où ça s'était produit. Je gardai mes distances tandis qu'il s'approcha de la forêt. Le corps du veau n'était plus là, mais de petits morceaux de boyaux et du sang témoignaient de la violence de la scène. Il resta là quelques minutes, les oreilles aux aguets pointant sa lampe torche de tous les côtés. Les premiers rayons du soleil firent leur apparition vers 6h30. Mon oncle était déjà debout pour sortir les vaches. Il nous demanda ce qu'on faisait là. Mon frère lui expliqua que le veau était revenu ce matin, mais qu'un loup s'en était emparé. Il montra à mon oncle l'endroit à l'orée des bois. Ce dernier fit construire une clôture peu de temps après et il n'a jamais perdu une autre bête ensuite. Mon père est revenu vers 9h. Je lui ai tout raconté, les larmes aux yeux. Évidemment, il ne m'a pas cru. Je ne peux pas le blâmer. Même mon frère affirme encore aujourd'hui que ce n'était qu'un loup, que j'ai dû avoir très peur et que mes souvenirs sont flous. Après tout, je n'étais qu'une gamine à l'époque. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et je me fiche qu'on me croit ou non. Ça aurait pu me tuer en un seul mouvement de bras si tel avait été son souhait. Ça ne l'a pas fait. Je pense que ça voulait juste que je lui foute la paix. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Je suis retourné bûcher du bois avec mon père et mon frère pendant quelques années encore. Je n'ai jamais revu la bête que j'ai rencontrée ce soir-là. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez bientôt pour de nouvelles histoires.